Pour moi, il y a une grande priorité, c'est de ne pas faire des pas en arrière alors qu'on réussit là, à ramener le public en salle graduellement. Il faut continuer d'aider nos diffuseurs. Il faut continuer d'aider les gens qui se démènent, qui travaillent corps et âme à faire revenir les gens en salle. Mathieu Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste de 2011 à 2018. Vous avez porté les couleurs de la CAQ en 2018. Vous avez d'ailleurs été élu député de Papineau en 2018, réélu en 2022. Oui. Ministre de la Famille de 2018 à 2022. Puis, vous êtes ministre de la Culture et des Communications depuis le 20 octobre dernier. Exact. Vous souhaitiez être ministre de la Culture et des Communications? Oui, je souhaitais avoir cette fonction-là parce que je trouve que c'est un peu le ciment sur lequel tout le reste repose. On peut bien avoir un système d'éducation qui est performant, on peut avoir un système de santé qui est performant, on peut générer beaucoup de richesses, mais si on fait tout ça sans conserver ce qui fait de nous des Québécois, c'est-à-dire d'abord notre langue, mais aussi plus largement notre culture, donc qu'est-ce qui fait qu'au-delà du fait qu'on parle français, puis qu'on soit sur le territoire québécois, on est québécois, bien ça, c'est notre culture. Ça passe par nos expressions, nos références, notre histoire. Donc, moi, je trouve que c'est super important. Puis, quand on m'a proposé d'occuper ces fonctions-là, bien, évidemment, j'ai dit oui. Certains diront qu'on n'a pas le choix, de toute façon, quand le premier ministre nous demande de relever un défi comme celui-là. Mais moi, j'étais très heureux. Même si la famille, honnêtement, j'ai adoré ça. Et si on m'avait demandé de rester à la famille, j'aurais dit oui aussi sans hésiter. Mais la culture, je vous avoue que j'étais très heureux. Quelle est la marque que vous souhaitez laisser dans 4 ans? Bien, c'est une bonne question. Puis je me suis posé littéralement cette question-là parce que je regarde ce que ma collègue Nathalie Roy a fait avant moi. Je regarde ce que les ministres de la Culture au fil des années ont fait aussi. Puis je me rends compte d'abord que ça dépend beaucoup de l'époque à laquelle on est. Puis ça dépend aussi beaucoup, je pense, des relations qu'on tisse avec les partenaires, avec les gens sur le terrain. Puis quand je me suis posé cette question-là, et ça s'ajoute aussi au mandat que nous donne le premier ministre. Donc le premier ministre, clairement, ce qu'il m'a demandé, c'est de reconnecter avec les jeunes, de nous assurer que les jeunes s'intéressent davantage à ce qu'on fait comme produit culturel québécois. Parce que je parlais de l'importance de notre culture, de notre langue, là, mais de notre culture plus largement, bien, il faut que les jeunes embarquent. Puis il faut que les jeunes deviennent les adultes de demain qui auront des enfants, qui propageront, qui lègueront cette culture-là à leurs propres enfants. Je me suis aussi, moi, posé la question, puis je pense que le mandat que je me donne, plus généralement, il se résumerait à dire il faut faire tout ce qu'on peut pour que le monde de la culture soit équipé pour affronter l'avenir. Et ça veut dire mieux rejoindre les jeunes, justement. Ça veut dire se faire une place qui est plus intéressante, plus importante dans l'écosystème numérique, notamment sur les plateformes. Ça veut dire justement donner les outils à nos organisations, à nos entreprises ici pour être capables d'affronter les géants du web aussi, puis d'être capable de se tailler une place. Ça veut dire miser sur des industries qui sont en croissance, auxquelles on ne pense pas nécessairement en ce moment quand on parle de culture. Les industries culturelles numériques, par exemple, moi, je pense que c'est la culture de demain. C'est ce qui branche beaucoup les jeunes. Quand vous allez voir Onwa Lumina, par exemple, à Wendake, quand vous allez voir les parcours lumineux un peu partout au Québec où on transmet aussi une part de culture dans un environnement technologique, les jeunes, ça les intéresse. Donc, faire tout ce qu'on peut pour que le monde culturel, notre culture, puisse affronter l'avenir, je pense que ça résume bien le mandat que j'ai devant moi, ou en tout cas le mandat que je me donne. Plusieurs Québécois sont désemparés depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles de Netflix qui restreignent le partage des comptes aux seuls résidents d'un foyer. Oui. Est-ce que vous faites partie de ce nombre-là de gens là, qui doivent renégocier, revoir leur forfait? Je suis abonné à toutes les plateformes. Je pense que c'est intéressant d'être capable de comparer. Maintenant, je pense qu'on est capable de survivre au fait de plus être capable de... Je voyais un article justement à un certain moment là, qui disait comment aborder ça avec vos proches. Bon, je pense qu'il y a des problèmes peut-être plus importants que ça, mais je pense que c'est important de voir ce qui se fait sur les plateformes. Netflix, oui, il y a certains produits québécois, pas assez nombreux. Crave est un exemple où une plateforme canadienne fait de la place à des produits culturels québécois. Ça, c'est intéressant. Tout TV, mais ça ne montre pas qu'on est dépendant
de ces plateformes-là Ben, portées par des géants américains, Netflix, Apple TV, oui. Disney+, Disney, Prime Video. Oui, on est dépendant d'une certaine façon et ça, je pense que c'est inévitable. On ne peut pas vivre dans une bulle au Québec et se fermer complètement de ce qui se fait. Par contre, on est dans un écosystème qui change déjà depuis quelques années. En ce moment, le gouvernement fédéral pose des gestes importants avec C11, notamment pour encadrer les plateformes. Je pense que c'est essentiel. Il faut faire ça parce que, justement, le contexte a changé. On n'est plus à l'époque où on pouvait réglementer essentiellement ce qui sortait du câble, ce qu'on regardait à la télévision, puis ce qu'on écoutait à la radio. Maintenant, ça nous arrive par le web, par les plateformes. Il faut réglementer ça. Donc, le fédéral fait un bon pas. Et je pense que le Québec a un rôle important aussi à jouer. On est aussi en train de regarder de notre côté qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable que la spécificité culturelle québécoise soit respectée. Donc oui, on est dépendant, mais moi, je pense que ce sera de plus en plus ça vers l'avenir. Puis la clé, je pense, c'est de bien encadrer ça, puis de dire aux gens qui viennent sur le territoire du Québec pour nous proposer des produits culturels, ben voici ici comment ça fonctionne. On est unique en Amérique du Nord et dans le monde, de par notre culture, donc il faut que ce soit respecté. Ça passe par votre idée de librairie virtuelle. Vous avez dit au Coop de l'information, quand vous ouvrez Netflix ici au Québec, on devrait avoir la même expérience que lorsqu'on entre dans une librairie. C'est le principe, oui. Il faudrait forcer ces géants-là à mettre en vedette du contenu québécois sur la page d'accueil des usagers québécois? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que la découvrabilité des contenus, c'est un grand mot. Ça veut dire faire connaître aux gens les produits culturels qu'on a à offrir. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne nous est pas proposé. Et on ne peut pas le consulter si on ne sait pas qu'il existe. Donc, c'est important de faire connaître ces produits-là. Et j'utilise l'analogie avec la librairie parce que je trouve que c'est probablement la meilleure. Quand vous entrez dans une librairie, effectivement, au Québec, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Personne ne vous empêche d'acheter un livre américain en anglais, donc vous pouvez le faire si vous voulez. Mais quand vous entrez, ce qui vous est proposé en premier, ce sont des livres québécois. Ce sont des livres en français et ça permet donc aux gens de découvrir ces livres-là. Au-delà des grands succès internationaux, il faut aussi connaître les livres de chez nous qui vont peut-être ensuite devenir des succès parce qu'on leur a permis d'être en vitrine. Donc, il faut arriver à imposer ça aux géants du web. Avec C11, il y a une partie de ça, je pense. Maintenant, nous, on pense que pour la spécificité culturelle du Québec, il faut qu'on fasse un pas de plus. On est en discussion avec le fédéral, mais on a aussi des leviers qui nous appartiennent ici au Québec qu'on est capable d'utiliser. C'est-à-dire? Ben, c'est une compétence partagée, la culture. Donc, le fédéral légifère en ce moment avec C11. Je l'ai dit publiquement et je le répète, je suis d'accord avec C11. Le gouvernement du Québec est d'accord avec C11, avec le fond de ce projet de loi-là, parce que c'est essentiel. Maintenant, Pablo Rodriguez a fait un très bon travail avec les acteurs culturels québécois, je vais dire ça. Donc, je pense que ce travail-là, il a été bien fait. Par contre, il n'y a pas eu tant de travail avec le gouvernement du Québec. Et ça, c'est important parce que on n'est pas à l'abri d'un changement de gouvernement à Ottawa. On ne sait jamais qui peut être porté au pouvoir. On ne sait jamais qui sera le prochain ministre du patrimoine. Et on ne peut pas seulement se baser sur la confiance. Il faut qu'il y ait des verrous qui nous assurent que l'opinion du Québec, l'avis du Québec, la spécificité québécoise va être entendue. Et en ce moment, on n'a pas ça. Donc, on pourrait, c'est pas exclu, nous-mêmes légiférer pour nous assurer qu'au Québec, on soit capable d'encadrer ce qui est proposé. OK, mais C11 ne réglera pas ce problème-là. Ben, C11 va régler une partie. Québécois, Canadiens qui sont relégués au second rang sur les plateformes de diffusion. Ben, C11 va s'attaquer aux problèmes de fond avec des lunettes canadiennes. Okay. Et moi, je souhaite que quand on est en territoire québécois, ben, ce soit les lunettes québécoises d'abord et avant tout. Je pense que les produits culturels québécois vont mieux se porter après C11 qu'avant C11. Donc, c'est un gain. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire encore plus pour qu'au Québec, on protège encore mieux nos artistes, pour qu'au Québec, on contraigne encore plus les plateformes à produire puis à présenter du contenu québécois francophone? Moi, je pense que oui. Donc, on est en train de regarder les moyens qu'on a à notre disposition. Jusqu'où le gouvernement peut aller pour inciter les gens à consommer de la culture québécoise? Ben, on ne peut pas les obliger, puis on ne veut pas non plus les obliger. Il faut que ça vienne des gens eux-mêmes, mais il faut leur proposer. Comme je le disais tantôt, la découvrabilité, c'est au moins de leur proposer, parce que si les Québécois ne savent pas qu'une série, qu'un film, qu'un livre existe, ben, ils ne voudront pas
le consommer. Donc, il faut nous assurer d'abord qu'on leur présente. Il faut nous assurer qu'on leur présente aussi, pas seulement, mais des choses qui les intéressent. Donc, il faut aussi varier nos horizons. On ne peut pas toujours s'adresser au même public, il faut s'adresser à tout le monde. Il faut massivement intéresser nos jeunes. Si on les fait baigner dès le plus jeune âge dans nos salles de théâtre, dans nos salles de cinéma ou à la maison, dans le confort de leur salon, sur une plateforme où ils peuvent écouter des films québécois, des films d'animation jeunesse québécois avec des références québécoises, bien, nécessairement, ces jeunes-là vont se sentir plus concernés puis vont faire les choix en conséquence plus tard. Donc, on ne peut pas être dans la contrainte. Je ne pense pas que c'est souhaitable non plus, mais il faut assurément bâtir sur la jeunesse, puis ensuite de ça, s'assurer que non seulement le produit, il est produit, là, la série, elle est produite, mais qu'elle est aussi disponible facilement aux Québécois. Et vous dites qu'il faut davantage de contenu. Oui. Mais est-ce que vous avez une des cible films, en nombre d'heures ou Bien, on n'a pas, pour l'instant, évidemment, de cible à cet effet-là, parce que on est dans un exercice budgétaire en ce moment. On est en train de voir quelles mesures on pourrait mettre en place comme ça en début de mandat. Mais je vous dirais que l'objectif, il est bien défini. Puis ensuite de ça, on pourra évidemment avoir des indicateurs. Mais oui, on doit produire plus de contenu. Les films pour enfants sont un bon exemple. J'en parlais avec la QPM, par exemple, avec des producteurs à qui je disais, avec Québec Cinéma, à qui je disais, il faut être capable de produire davantage de films pour les jeunes. Et eux-mêmes sont d'accord. Parce que quand le dernier film de Pixar sort au cinéma, bien, les familles vont massivement le voir. Il faut arriver à recréer la même chose avec les films québécois. Puis je pense qu'on est capable de le faire. On le voit là, récemment avec les Contes pour tous qui reprennent du service. Moi, je pense qu'on est capable de faire ça au Québec. Il faut juste donner un petit peu plus de moyens à nos créateurs. Prévoyez légiférer pour obliger la SODEC à financer un pourcentage de films destinés à un public jeunesse? Bien, je pense que la SODEC, c'est un formidable outil que nous a légué Lisa Frula à l'époque de la création. Et je pense que cet outil-là mérite maintenant d'être modernisé. Donc, je pense qu'on est capable de donner encore plus de pouvoir, plus de moyens à la SODEC, plus de flexibilité aussi pour qu'ils soient en mesure de mieux aider nos créateurs, nos créatrices de contenu. Et ça, tout le monde y gagnerait, à commencer par les comédiens, les comédiennes, les artistes eux-mêmes, évidemment nos entreprises culturelles québécoises, puis ultimement les citoyens. Je vous amène maintenant sur la question du patrimoine. Oui. Votre prédécesseur, Nathalie Roy, a adopté une loi qui donne des dispositions donc, supplémentaires au MRC qui contraint les municipalités à produire un inventaire. Pour beaucoup d'observateurs, cette loi-là n'est pas suffisante. Puis d'ailleurs, dans nos pages, en janvier, on révélait qu'aucune MRC avait utilisé les nouveaux pouvoirs que lui sont conférés. Beaucoup de villes, par contre. Bien, aucune MRC, en tout cas. Est-ce que vous comptez réouvrir cette loi-là? Est-ce que... Pour moi, c'est pas une fin en soi de rouvrir la loi pour rouvrir la loi. Je pense que le travail que Nathalie a fait dans le mandat précédent, c'est un travail qui est très important. On le sous-estime, mais le principal défi qu'on a devant nous en patrimoine, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on doit protéger. Ça semble simple, mais la question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on a à protéger sur le territoire? Ça nous est souvent soumis à la petite semaine parce que, justement, on n'a pas d'inventaire complet de ce qui est sur le territoire, ce qui est intéressant à protéger. Et ça, le projet de loi qui a été adopté par ma collègue dans la précédente législature va nous permettre d'avoir cet horizon-là. Donc, jusqu'en 2026, il y a l'inventaire qui va avoir lieu. Il fallait donner ce laps de temps-là aux municipalités et aux MRC, parce que vous avez raison que les MRC traînent la patte un peu en ce moment, mais il y a beaucoup de villes qui ont commencé à le faire. Puis, à la fin, on aura un meilleur portrait, puis on sera capable de se dire, bon, voici tout ce qui existe au Québec en matière de patrimoine. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on le protège? Moi, je pense que ça, c'est des questions qu'on va devoir se poser pendant le mandat pour être capable, à la fin 2026, avec l'inventaire, de poser les bons gestes. Avez-vous l'assurance que l'inventaire va être complet, qu'on ne laissera pas de côté des bâtiments ou des lieux parce qu'on n'a pas pu mesurer leur importance? J'ai confiance qu'on sera capable de travailler avec les gouvernements de proximité que sont les villes, qui réclament cette autonomie municipale et avec lesquels on travaille dans cet état d'esprit pour la question du patrimoine. On les prend vraiment comme des partenaires,
comme elles sont, des gouvernements de proximité, puis on leur demande de faire l'inventaire sur leur territoire. Mais ils ont l'expertise, la sensibilité nécessaire pour Il y a le des faire. moyens qui leur sont donnés. D'abord, il y a un laps de temps intéressant qui leur est donné jusqu'en 2026. Ensuite de ça, on travaille notamment avec la Fédération québécoise des municipalités pour leur donner des moyens, notamment de la formation, par exemple, pour qu'ils soient capables d'arriver à générer cet inventaire-là. Donc moi, je pense qu'on va être capable de le faire. Le défi, c'est que pendant ce temps-là, je pense qu'il faut réfléchir, et ça, on a déjà commencé à le faire depuis que je suis arrivé, à ce qu'on va faire avec l'inventaire. Parce qu'il ne faut pas arriver à recevoir l'inventaire pour se dire, ben parfait, maintenant, regardons ça et on ne sait pas trop quoi faire avec. Il faut être prêt à ce moment-là. Et on se pose ces questions-là actuellement parce qu'on ne pourra pas tout protéger. On ne pourra pas tout protéger. Ce qui est important, c'est de protéger ce qui compte vraiment. C'est de s'assurer que notre histoire survive aux années en protégeant les bonnes choses. Un des principaux freins, justement, à la protection du patrimoine, c'est toute la question des assurances. C'est très difficile pour un propriétaire de maison patrimoniale de trouver un assureur. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour inciter les gens à reprendre notre patrimoine? C'est sûr qu'actuellement, quand on parle d'assurance, les moyens du gouvernement sont assez limités. L'assurance étant fournie par les entreprises privées, je pense que notre rôle, il est important en ce sens où on doit mieux communiquer ce que ça veut dire être propriétaire d'une maison ancienne, ce que ça implique comme obligation ou non de la part du propriétaire de la maison ancienne lorsqu'il y a un sinistre. Je pense qu'il y a beaucoup de ça dans cette crainte, je vais la qualifier comme ça, des assureurs d'assurer ces maisons-là. Ça nous a beaucoup été communiqué par les propriétaires. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'abord, on a un comité de travail en ce moment avec le Bureau d'assurance du Canada. Puis, c'est la raison aussi pour laquelle on a publié une directive du ministère qui explique clairement, voici ce à quoi vous êtes tenu quand vous êtes propriétaire d'une maison ancienne, puis qu'il y a un sinistre, par exemple. Donc, on veut vraiment venir démystifier peut-être certains éléments qui font peur aux assureurs en leur disant on ne vous demande pas nécessairement de tout reconstruire comme à l'origine, c'est pas tous les éléments qui ont la même valeur, etc. Donc, il faut trouver les lois sont trop les strictes bons loyers. Les règles pour les propriétaires? Non, je dirais pas que les règles sont trop strictes. Je dirais que ça fait peur. Je dirais que c'est un dossier qui est complexe, le patrimoine, et que c'est facile pour des gens de l'extérieur de faire des amalgames puis de dire c'est trop compliqué d'assurer une maison, c'est sûr qu'on va se retrouver avec des problèmes, retirons-nous du marché. Moi, je pense que si on démystifie ça avec les assureurs, ils auront probablement moins peur. Puis c'est un produit qui pourra redevenir plus abordable parce que s'il y a plus qu'un, deux, trois assureurs qui l'offrent, bien nécessairement, il y aura de la concurrence aussi. Votre collègue Éric Girard va déposer le budget du Québec 2023-2024 le 21 mars prochain. Oui. Lui avez-vous demandé de tirer vers le haut le budget de Bibliothèque et Archives nationales du Québec? Ben, je ne peux pas répondre à cette question-là, vous le savez. Je ne peux pas révéler la nature des discussions budgétaires que j'ai avec mon collègue, mais c'est sûr que dans le cadre de chacun des exercices, on a beaucoup de demandes. Lise Bissonnette, qui est l'ancienne PDG de BANQ, l'ancienne directrice du Devoir également, est vivement préoccupée par l'avenir de l'institution. Elle craint notamment que l'institution devienne un simple organisme de service. Est-ce que dans votre esprit, BANQ doit être le grand carrefour de recherche et d'éducation, une idée chère à Mme Bissonnette? Ben, moi, je pense que BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ça ne doit pas juste être un fournisseur de services. Là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense qu'ils ont un grand rôle à jouer et je pense qu'avec Marie Grégoire, qui est là actuellement, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a une très, très belle vision. Je me rappelle la première rencontre que j'ai eue avec Marie Grégoire au début du mandat, là, dans nos séances de brefage. La rencontre, je pense, devait durer 1 heure. En tout cas, on a débordé. Il a fallu revoir l'horaire de la journée parce que j'avais énormément de questions, parce que je trouve que c'est une institution qui est essentielle puis qui a un immense rôle à jouer au-delà d'offrir un abonnement, par exemple, pour que les gens puissent aller à la grande bibliothèque. C'est tellement plus que ça. Je pense que BANQ, de par son rôle aussi de témoin de tous les événements historiques au Québec, c'est une mine d'or. Puis moi, je pense qu'on doit s'appuyer là-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai des idées. J'en parle avec Marie Grégoire. On travaille là-dessus. Je pense qu'on est capable de mettre en valeur aussi la contribution
des grands Québécois, des grandes Québécoises. Mais l'histoire doit avoir les moyens de ses ambitions. Ben oui, tout à fait. Et puis là, ça dépend des mandats qu'on lui donne, effectivement. Mais moi, je suis assez confiant qu'on va être capable de faire un bon bout de chemin. Puis c'est vrai que BNQ a des défis. Puis je pense notamment à la numérisation. Ils ont beaucoup de chemin à faire, mais ceci dit, ils en font beaucoup aussi. Donc, c'est une société d'État avec laquelle j'aurai beaucoup de plaisir à travailler. On approche du mois de mars. C'est la fin officiellement bientôt là, des aides à la billetterie dans les salles de spectacle. Qu'est-ce que vous répondez aux propriétaires de salles de spectacle qui sont inquiets? Est-ce qu'il va y avoir une aide qui On les laissera pas tomber. On les laissera pas tomber. Puis, quelle forme cette aide-là va prendre? Encore une fois, on doit attendre au discours du budget pour vous en parler, mais on les laissera pas tomber. Ça, je suis très à l'aise de vous dire que pour moi, il y a une grande priorité, c'est de ne pas faire des pas en arrière alors qu'on réussit là, à ramener le public en salle graduellement. Il faut continuer d'aider nos diffuseurs. Il faut continuer d'aider les gens qui se démènent, qui travaillent corps et âme à faire revenir les gens en salle. Donc, c'est pas vrai qu'on va les laisser tomber. Il n'y en est pas question. On sera au rendez-vous. Vous êtes conscient qu'un des enjeux, entre autres, c'est que la pandémie a changé les habitudes des consommateurs. Il y a beaucoup moins de prévisibilité. Les spectateurs achètent leurs billets à la dernière minute. Ça, est-ce que vous considérez cette... Oui. Et là, on a un défi parce que c'est pas simple de comprendre le comportement, je pense, des consommateurs de culture. Là. Par exemple, ceux qui vont acheter un billet de cinéma, un billet de spectacle, un billet pour aller au théâtre, parce que on a encore beaucoup le réflexe de parler de la pandémie. Et je pense qu'il y a encore des résidus là, de l'effet pandémique dans nos salles, évidemment. Mais je voyais le reportage dans les coops de l'information à l'effet que le contexte économique joue pour beaucoup, même davantage que les effets de la pandémie actuellement. Donc, les gens, quand ils ont moins de dollars disponibles à la fin du mois, font des choix, puis souvent, c'est le billet de théâtre ou le billet de cinéma, par exemple, qui va être copié. Donc, je pense qu'il faut être prudent quand on parle des effets de la pandémie. Je pense qu'ils sont en train de se dissiper, même s'il en reste un peu, mais ça se conjugue en ce moment avec le contexte économique difficile. Donc, il faut continuer d'être au rendez-vous pour les soutenir. Donc, il n'est pas question de retirer l'aide que reçoivent actuellement les propriétaires de salles de spectacle pour les refiler finalement aux consommateurs. C'est pas ça l'idée. En ce moment, ce n'est pas mon intention. Il y a les dirigeants de festivals, de plusieurs festivals montréalais qui vous ont interpellé la semaine dernière. Oui. Ils vous demandent en fait de remettre en place dans une certaine mesure, les aides qui avaient été mises en place donc, durant la pandémie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que c'est possible? Bien, ils disent être très touchés par l'inflation. Oui, tout à fait, vous avez raison. Exact, et c'est là que j'allais. Je suis content que vous le mentionniez parce que, encore une fois, je pense qu'il faut la bonne solution pour le bon problème. Pendant la pandémie, ce qu'on a mis en place, ça a été la bonne solution. Tout le monde a dit c'était la bonne chose à faire. C'est fait. Maintenant, comme je le dis, je suis très prudent. L'idée, c'est pas de retirer ça du jour au lendemain, c'est d'y aller graduellement. Quand on parle des festivals, ils le mentionnent eux-mêmes, un des grands enjeux qu'ils ont, c'est un enjeu économique qui est lié à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à régler ce problème de pénurie de main-d'œuvre qui est différent, même si on peut faire des liens quand même avec la pandémie, mais qui est différent de l'effet de la pandémie quand on fermait les salles, quand il y avait d'autres problèmes. Bien, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Puis là, actuellement, il y en a du travail qui se fait. Il y a une firme qu'on a embauchée qui nous a dressé un portrait. Effectivement, il y a un problème de main-d'œuvre. Maintenant, il y a un groupe qui est en train de travailler sur le terrain, des gens qui connaissent ça, dont c'est le travail à tous les jours, qui vivent cette pénurie de main-d'œuvre-là, et ils vont déposer un rapport au cours des prochaines semaines. Et moi, je vais suivre attentivement non seulement le déroulement là, du travail, mais aussi les conclusions. Puis on sera au rendez-vous pour leur donner un coup de main. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a une hausse, ça se répercute en une hausse de la masse salariale importante, donc il faut plus de moyens. Oui. Bien, je comprends que c'est leur demande. Ouais. Je comprends que c'est leur demande. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste injecter de l'argent en se disant, ben voici, on paiera plus notre monde? Probablement que c'est une solution, mais en même temps, est-ce qu'on peut mutualiser aussi des services? Est-ce que, par exemple, on peut répondre à ce défi-là, qui est identifié comme un défi à l'effet que c'est difficile
de trouver du personnel parce que souvent, on ne peut pas les faire travailler à temps plein. C'est pour une production, c'est échelonné dans le temps, puis les salaires sont trop élevés pour ce qu'on est capable de payer. Est-ce qu'on est capable de mutualiser ça, puis de se dire, bien, tous ensemble, on est peut-être capable de faire travailler le monde à temps plein, puis de les payer correctement. C'est là-dessus, entre autres, que le travail se fait. Puis moi, j'ai bien hâte d'en voir les conclusions. La loi sur le statut de l'artiste, ça fait partie un des principaux legs de votre prédécesseur, Nathalie Roy. Est-ce que vous comptez la rouvrir pour lui donner encore plus de mordant? Est-ce que c'est... C'est une bonne question, ça, parce que ça s'est fait à la fin du mandat. Hein? Oui. Puis moi, j'ai été à la hâte, mais je pense que ça s'est bien fait. En fait, je sais que ça s'est bien fait, mais ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais pas qu'il y aurait cette belle collaboration des partis d'opposition, notamment. Moi, j'étais très heureux pour les artistes, ça s'est bien fait. En même temps, on me dit qu'il reste encore peut-être du travail à faire dans certains secteurs précisément. Moi, je ne suis pas fermé. Je ne ferme pas la porte. Dernière question. Quand y aura-t-il un espace bleu dans chacune des régions du Québec? On a les problèmes qu'on connaît dans l'industrie de la construction. Il y a la surchauffe aussi, donc c'est sûr que les coûts actuellement sont préoccupants. Mais serez-vous ministre de la Culture lorsque le dernier espace bleu sera inauguré? Non, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas d'ici 4 ans. Là, c'est physiquement impossible de construire tous les espaces bleus d'ici la fin du mandat. Mais j'ai bon espoir qu'à la fin du mandat, évidemment, Québec soit inauguré, que ce soit la même chose à Amos, que ce soit la même chose à Charlevoix, que ce soit la même chose aussi à Gaspé, et qu'on ait annoncé aussi d'autres projets. Est-ce que le milieu muséal a besoin des espaces bleus? Parce que c'est une critique qui est... Moi, je pense que le Québec va voir en ces espaces bleus-là un outil très important de promotion de notre fierté. En Outaouais, qu'est-ce qui nous rend fiers d'habiter en Outaouais? C'est Joe Montferrand, c'est la Drave, c'est ce qui nous ressemble à nous. C'est le fait d'avoir élu le premier député noir de l'Assemblée nationale dans la circonscription de Papineau. C'est Louis-Joseph Papineau, c'est méconnu, mais qui avait sa seigneurie à Montebello, en Outaouais. Et ça, souvent, régionalement, au-delà des expositions, on n'a pas ces lieux-là qui nous démontrent qu'est-ce qui fait de nous des gens de l'Outaouais. Il y a des musées régionaux, oui, mais les musées régionaux, d'abord, ne sont pas tous pareils. Et ça, c'est bien correct, c'est une richesse, mais ils ne misent pas sur cet élément-là particulièrement. Et d'ailleurs, les espaces bleus, ce ne sont pas des musées. Ce sont des lieux de diffusion culturelle, donc ils ne répondent pas à la définition du musée. Dans 20, 30 ans, quand on va regarder en arrière, puis on va voir ça, moi, je pense que personne ne va regretter qu'on se soit doté de ces lieux-là. Merci beaucoup d'être passé dans la salle de rédaction du Devoir pour répondre à nos questions. Ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup.